nous allons pouvoir attaquer notre seconde table ronde, qui intéresse non plus le thème de la gouvernance, mais le thème de l'évaluation des politiques publiques. Alors pour cette table ronde, nous avons la chance d'accueillir plusieurs intervenants. Madame Berenguier, directrice du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Asma Atta, qui est doctorante à la chaire Optima, il va arriver, elle est là, qui travaille avec le FIP-HFP. Messieurs Marie et Latry, qui font partie de la ville de Saint-Paul-et-Dax. Florence Guire, du département de Seine-Saint-Denis, et mon collègue Jérôme Dupuis, de l'Université de Lille. Donc on attaque un second sujet sur l'évaluation des politiques publiques. Avant de donner la parole aux intervenants, je vous propose de faire comme on l'a fait sur la table ronde numéro 1, de voir une petite vidéo sur l'évaluation des politiques publiques. L'évaluation des politiques publiques en 2 minutes. C'est quoi l'évaluation des politiques publiques ? L'évaluation d'une politique publique consiste à comparer ses objectifs initialement fixés, non seulement à ses moyens qu'elle met en œuvre, à ses réalisations produites en termes de services rendus, mais aussi à ses effets sur le territoire concerné. L'évaluation se distingue ainsi des outils classiques de la gestion publique, focalisés sur des logiques de contrôle et de vérification, car elle doit permettre d'aboutir à un jugement partagé sur la pertinence, l'efficacité, l'efficience ou encore la réponse aux besoins de la politique publique engagée. L'évaluation permet alors d'appréhender la globalité de la performance d'une politique publique en s'intéressant à différentes dimensions et pas seulement, comme c'est souvent le cas, aux seuls moyens financiers consommés. Dans ce cadre, la valeur d'une action publique intègre à la fois des mesures financières, organisationnelles, de services publics, mais aussi territoriales en lien avec la population concernée. L'évaluation se développe en France au début des années 90. Elle se développe ensuite au niveau étatique via la LOLF, la RGPP, la MAP ou encore Action publique 2022, ou à l'échelle européenne avec le développement des financements par appel à projets. Dans les collectivités locales, elle reste encore réduite en pratique et constitue une source d'innovation importante, sauf pour quelques collectivités déjà engagées. Pourquoi évaluer les politiques publiques ? Les enjeux d'une évaluation des politiques publiques sont doubles. Tout d'abord, dans une logique interne, l'évaluation permet d'apporter des informations aux décideurs afin qu'ils questionnent les choix stratégiques et financiers de leur collectivité. Pour faire face au contexte contraint local, les managers publics locaux, élus ou cadres, peuvent alors s'appuyer sur l'évaluation des politiques publiques pour mieux apprécier les besoins et satisfactions de leur population et pour adapter leurs services rendus. Ensuite, l'évaluation des politiques publiques peut constituer un levier d'amélioration de la démocratie locale. En effet, face aux exigences croissantes d'efficacité et de qualité des prestations des services rendus à la population, l'évaluation permet aux citoyens, si elle est communiquée, de mieux connaître la réalité, mais aussi la valeur d'une action publique menée. Elle permet aussi à la collectivité de mieux rendre compte des politiques engagées en contrepartie des deniers publics mobilisés. Comment évaluer les politiques publiques ? Compte tenu de sa définition englobante, l'évaluation des politiques publiques semble devoir s'appuyer sur plusieurs étapes. Tout d'abord, il est nécessaire de caractériser la politique évaluée, que cela soit en termes de contexte d'étude, de services publics concernés ou encore d'orientation stratégique. Elle nécessite ensuite la détermination d'indicateurs de performance adaptés pour mesurer la performance globale de l'action menée. Un tableau de bord peut être constitué en agrégeant différents indicateurs sur la politique évaluée. Enfin, une analyse peut être réalisée, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, pour dégager des pistes d'amélioration et préconisations pour le futur. L'évaluation peut alors être communiquée pour alimenter le circuit de prise de décision. En conclusion, l'évaluation semble constituer une démarche d'actualité permettant de dépasser une vision budgétaire et réglementaire pour prendre en considération les effets et impacts des politiques sur la situation réelle des populations concernées. Malgré ces premiers éléments, plusieurs questions restent toutefois en suspens. Comment apprécier la valeur d'une politique publique de manière impartiale et objective ? Comment améliorer la prise de décision des collectivités dans un contexte contraint en s'appuyant sur l'évaluation de l'action locale ? Comment définir, mettre en œuvre des indicateurs et des tableaux de bord adaptés aux spécificités d'une politique publique ? Voilà cette seconde vidéo de présentation donc, de ce thème, l'évaluation des politiques publiques.
La vidéo a été réalisée par Asma, ici présent, donc je propose qu'on l'applaudisse aussi. Donc, on va essayer là aussi de répondre aux questions qui ont conclu cette présentation introductive. On va le faire toujours en 2 temps, comme on l'a fait tout à l'heure, un temps d'intervention et ensuite un temps de questions. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on va d'abord écouter Madame Berenguer et Asma nous faire part d'une démarche, une recherche-intervention qu'on mène avec le FIP-HFP sur justement l'évaluation de la politique d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Donc, je leur passe la parole sans attendre. Merci de votre invitation déjà dans ces travaux. J'ai pu hier, j'ai rapidement regardé les différents intervenants aux tables rondes. Je dirais que je suis quasiment en famille, puisque rien que sur les tables rondes, j'ai déjà 4 clients au FIP. Et j'imagine que dans la salle, entre les collectivités territoriales et universitaires, j'ai d'autres personnes avec lesquelles le FIP travaille sans aucun souci. Donc je vais en effet présenter très rapidement le FIP parce que c'est un établissement public qui n'est pas forcément très connu, mais je mettrai beaucoup plus de l'accent sur en effet cette politique d'évaluation et de travail que nous conduisons avec la chaire Optima, le pourquoi, les enjeux et surtout les difficultés que l'on peut rencontrer dans ce genre de démarche et ce que l'on peut en attendre. Donc le FIP, très rapidement, il a été créé par la loi de 2005. Dans la fonction publique, en fait, depuis 1987, les employeurs publics devaient recruter des personnes en situation de handicap, mais il n'y avait pas de contraintes. Et, 10 ans plus tard, même 20 ans plus tard, on s'est rendu compte que rien n'avait évolué, peut-être par manque d'indicateurs. Et donc, en 2005 a été créé le FIP-HFP, le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, demandant à tout employeur public d'au moins 20 salariés, enfin 20 agents, de recruter 6% dans ses effectifs de personnes en situation de handicap. S'ils n'atteignaient pas ce taux, ils devaient verser une contribution au FIP permettant de financer les politiques handicap de tous les versants de la fonction publique. Alors, qu'est-ce qu'on fait au FIP? Si je prends 2 minutes pour parler de ça, c'est parce que ça a un lien direct avec les travaux qu'on a conduits avec la chaire Optima, puisque c'était mentionné dans les transparents qui viennent d'être défilés. Pour pouvoir évaluer quelque chose, il faut déjà savoir de quoi on parle. Et donc, bien identifier les missions de l'opérateur pour lequel on va mettre en place ces évaluations. Donc le FIP, il intervient sur 5 domaines. Dans son titre, il en a déjà un. On est là pour insérer des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Nous, notre champ d'intervention, c'est le milieu professionnel. Ça, c'est notre première raison d'être. Ce n'est pas la moindre quand on regarde les enjeux de notre société à l'heure actuelle. On peut se dire, oui, bon, finalement, le handicap, c'est quelque chose qui est aujourd'hui traité et pris en main. Et puis, on connaît à peu près les enjeux et le devenir. Je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais il faut que vous ayez à l'esprit que dans les 10 ans à venir, un Français sur 2 sera en situation de handicap, que 80% des gens en situation de handicap le sont de façon invisible, et donc vous pouvez très bien travailler avec les personnes en situation de handicap sans même vous en rendre compte, et que notre société, alors qu'on pourrait penser qu'elle est en train de travailler à la réduction des origines des handicaps, ne cesse que d'en produire. Le handicap se déplace juste, nous changeons de handicap, on est passé d'un handicap physique, où en effet les progrès de la médecine et puis la prévention dans le monde de l'entreprise réduit ce type de handicap, à une augmentation exponentielle de handicaps psychiques qui, là, par contre, sont en plein accroissement et qui nécessitent à la fois d'insérer des gens en situation de handicap psychique, puisqu'on rencontre dès les bancs de l'école des personnes dans ce genre de situation, et puis également des personnes que le monde du travail a entraînées vers un handicap psychique et qui nécessitent d'être maintenues dans l'emploi. Ça, c'est notre deuxième vocation. Nous sommes là également pour pouvoir maintenir en emploi, soit par de la compensation, soit par du reclassement, tout agent qui, dans la fonction publique, a rencontré dans son parcours une difficulté et qui nécessite d'être accompagné dans ses fonctions ou transféré sur d'autres fonctions si désormais ces fonctions ne sont plus accessibles et plus réalisables pour lui. C'est notre légère différence avec le secteur privé, c'est que dans le privé, on licencie pour inaptitude. Dans la fonction publique, eh bien, on maintient dans l'emploi et on reclasse. Alors une fois qu'on a fait ça, on prend aussi quand même un peu de temps pour former. Nous avons toute une action sur la formation là, des demandeurs d'emploi. Donc
le taux de chômage des demandeurs d'emploi des personnes handicapées est le double du taux de demandeurs d'emploi des personnes valides. Donc on intervient avec le service public de l'emploi et la GFIP pour former les personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent rentrer dans le monde du travail, puisqu'il y a un problème de vivier. L'essentiel des personnes en situation de handicap ont des niveaux de qualification qui ne leur permettent pas de se positionner sur les postes de cadre ou de maîtrise. Et puis pour faire tout ça, j'aurais pu commencer par ce point-là, parce que si vous voulez insérer des personnes handicapées dans le monde du travail et les maintenir, il faut que les principaux intéressés, c'est-à-dire les employeurs publics, soient convaincus. Et l'essentiel de notre travail également, c'est de sensibiliser les gens, de faire tomber un certain nombre de prérequis et de faire comprendre aux employeurs que quand on leur présente une personne en situation de handicap, ce n'est pas le handicap qu'on présente, c'est une compétence, que le handicap, ce n'est pas un sujet, puisque nous, on est là pour le compenser, et que la seule chose qu'il doit regarder dans cette personne, c'est qu'est-ce qu'il est capable de faire, est-ce que la fiche de poste que je lui propose est en adéquation avec ses capacités, et si c'est le cas, le reste n'est vraiment pas un sujet, puisque justement, le FIP s'en occupe. On travaille également sur ce sujet-là, beaucoup sur l'apprentissage. Voilà. Donc, je vais aller peut-être assez vite sur les transparents pour ne pas prendre trop de temps, parce que j'ai compris que j'avais un délai réduit et puis on est déjà en retard. On est aujourd'hui victime de notre succès, pour la simple et bonne raison qu'on est parti d'un taux de 3%. Aujourd'hui, on tangente le taux de 6%, le taux légal de 6%. Ça a très bien marché dans la fonction publique. Alors, ce n'est pas parce que je suis là que je vous le dis, c'est parce que c'est la réalité. La fonction publique qui est la plus dynamique pour insérer des personnes en situation de handicap, c'est la fonction publique territoriale. Je pense que la proximité du terrain et il a été parlé un peu ce matin dans l'analyse des besoins, cette expertise de l'usager. Je dirais que l'employeur public du territoire est quand même le mieux. Voilà, cette proximité facilite l'insertion dans l'emploi. Suivi de près par la fonction publique hospitalière. Et le grand retardataire sur cette dynamique, c'est la fonction publique d'État. Mais bon, on est quand même aux alentours de 5%. Donc, on va en arriver à l'évaluation. Qui dit évaluation, mesure d'efficacité, je le disais tout à l'heure à Asma, je vais avoir un propos assez réducteur, en fait, on commence à évaluer, à se poser la question de l'efficacité de ces actions. En tous les cas, on commence fortement à se poser ces questions quand on manque d'argent. Moi, je dis toujours que la réflexion des moyens entraîne l'intelligence et la créativité. C'est un peu brutal, mais c'est... Voilà. Donc, au FIP, on est victime d'un effet ciseau. De plus en plus d'employeurs atteignent le taux de 6%, donc ne cotisent plus. On pourrait croire que tout est bien pour le meilleur des mondes, ça y est, tout le monde a compris, tout le monde insère des personnes en situation de handicap et les maintient, ce n'est pas du tout le cas. Là où le législateur s'est trompé en 2005, c'est qu'il pensait que quand on aurait atteint ce taux de 6%, ça y est, la société française et même la société tout court serait pleinement inclusive. On allait loin. Et plus le taux est atteint, plus les besoins s'accroissent en termes notamment de financement, de compensation. Et donc là, quand vous avez moins de ressources et plus de besoins, voilà, il faut commencer à se poser la question de chaque fois que je mets un euro en quelque part, où est-ce qu'il entraîne de la dynamique, où est-ce que ça fonctionne et où est-ce que ça ne fonctionne pas. Bon. Donc, en termes de travail que l'on réalise actuellement avec la chaire, il y a tout un premier travail qui a été fait bien pour identifier nos segmentations, nos interventions et les acteurs vers lesquels ces offres interviennent. Donc ce travail a été réalisé. Et en parallèle de ce travail, on parlait de la gouvernance sur la première table ronde, nous avons eu tout un travail de conviction avec notre gouvernance. Quand, je ne sais pas si ça vous a fait cet effet, mais quand vous voyez une table ronde avec efficacité, mesure de la performance, on se dit, oh là là, ça va être ennuyeux, on va encore me juger, on va me mettre une note, etc. Donc on est parti de là, c'est-à-dire le niveau 0. On a eu des employeurs publics et une gouvernance en face de nous, donc représentant des agents, organisations syndicales, employeurs publics et associations, qui nous ont dit, ah non, mais ça c'est hors de question. Vous n'allez pas venir, quand je passe une convention avec vous, commencer à me demander qu'est-ce que je vais faire de votre argent, donnez-moi des objectifs, expliquez-moi, voilà. Donc ça, c'est déterminant et ce n'est pas gagné, je crois qu'on l'a souvent évoqué ensemble. C'est arriver à leur faire comprendre, en tous les cas, moi, c'est ma vision des choses, que si vous mesurez une efficacité, certes, c'est parce qu'il y a un objectif et que vous voulez voir cet objectif, où est-ce qu'il s'est positionné, est-ce qu'on est atteint et est-ce que la mesure a été efficace, mais également, et ça on y veille quand on en renouvelle les conventions avec nos employeurs ou avec d'autres fonctions publiques, c'est de leur dire, si l'objectif n'a pas été atteint
et si l'indicateur le démontre, l'idée, c'est pas de dire tu as été bon ou tu as été mauvais. L'idée, c'est de dire, on se pose, on regarde ensemble pourquoi cet objectif n'a pas été atteint, pourquoi cette politique ne percole pas. Et de deux choses l'une, soit on poursuit en réalignant le tir, en se disant ben voilà les paramètres qui font que l'efficacité n'est pas au rendez-vous, et donc on poursuit mais en continuant la dynamique, soit en effet on s'aperçoit que l'idée qu'on avait eue n'était pas la bonne. Et ça, il faut juste l'admettre. Mais ce n'est pas facile, hein, surtout dans notre société. Donc, une fois que on a fait ce premier travail, après, ben, bien sûr, on tombe dans ce qu'on a vu dans les transparents précédents, c'est que, bien évidemment, vous créez un tableau de bord et vous identifiez les indicateurs pertinents pour pouvoir poursuivre le suivi de cette mesure d'efficacité. Et là, vous rencontrez un deuxième problème, c'est que tout le monde vous dit, alors d'abord, il y a l'informatique. Ah oui, mes systèmes informatiques, ils ne vont jamais arriver à me calculer les indicateurs. Donc, entre blanc et noir, ben, il y a gris. Donc, ce que l'on a fait avec les employeurs, c'est qu'on leur a dit, pour ceux qui ont des difficultés, on ne vous demande pas de nous donner un indicateur sur 100% de votre population. Commençons par une cohorte, on aura une tendance, et petit à petit, on s'améliorera sur le contenu de l'indicateur. Et le deuxième écueil, c'est le choix de la cible. Parce que, si vous voulez, on a toujours la culture de, pour que j'atteigne mes objectifs, ben, il faut que mes cibles d'indicateurs soient facilement réalisables. Or, je ne sais pas qui dans la salle qui installerait une alarme devant sa porte d'entrée trouverait son alarme satisfaisante si, quand on lui fracture sa porte, l'alarme ne sonne pas. Donc, c'est un peu ce qu'on leur explique également. C'est des indicateurs qui sont toujours dans le vert, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a un problème, soit de définition, soit de cible de ces indicateurs. Donc, cette deuxième étape est en train d'être franchie. Et alors, on va peut-être montrer les résultats des premiers travaux qui ont été faits. Voilà, on arrive sur une matrice de ce type, qui est un premier niveau d'aboutissement de ces travaux, qui est de dire, alors, la grosseur de la bulle, c'est le poids financier, le moyen financier. Donc, ce n'est pas négligeable, en fonction de la grosseur de la bulle, de voir où est-ce qu'elle se situe sur ce cadran. Et donc, vous avez une double entrée, l'une qui est la consommation budgétaire et l'autre qui est justement, qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'avec 100% de ce que j'ai consommé, j'ai fait 100% de mes objectifs? Est-ce qu'avec 50% de ce que j'ai consommé, j'ai finalement fait 100% de mes objectifs? Donc, j'insiste beaucoup, on en est encore aujourd'hui au premier niveau, qui est voilà, l'impact budgétaire par rapport à l'usage que j'en ai fait et ce que j'avais envisagé de réaliser. Alors, on a fait récemment un travail d'analyse avec ASMA parce qu'elle nous a rendu un premier rapport et c'est là où vous vous rendez compte qu'un travail complémentaire doit être fait pour la simple et bonne raison que malheureusement, les modèles mathématiques ont toujours un peu leurs limites. Ce n'est pas parce que quelqu'un consomme tout et qu'il atteint tous ses objectifs, qu'il est bon. Et là, c'est en connaissant mieux votre interlocuteur et en sachant lui-même les contraintes qu'il a, que vous pouvez poursuivre l'analyse et la rendre beaucoup plus fine. Je prendrai un exemple et je m'arrêterai là, peut-être que je passerai un peu la parole à Asma pour qu'elle explique les travaux. Je vous disais qu'on fait de l'insertion et de maintien. Je prends 2 employeurs. Les 2 employeurs ont dépassé largement leur taux de 6% d'insertion, enfin taux de 6% d'emploi de personnes handicapées dans leur structure. À part qu'il y en a un, c'est 6%, il les a fait uniquement en insérant des personnes handicapées dans sa structure. Des apprentis, des jeunes ou des personnes ou des seniors qui cherchaient un travail. L'autre, il a atteint ces 6% uniquement en maintenant en emploi des agents que son outil de travail avait entraîné vers le handicap. Les 2 ont dépensé 100% de leur convention et les 2 ont atteint leurs objectifs. Ils ont fait 6%. Pour autant, l'analyse ne va pas du tout être la même par rapport à ces 2 opérateurs. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de porter un jugement. C'est juste d'expliquer à l'un que, attention, dans la gestion de son personnel, il faut qu'il prenne en compte le fait que dans sa population, il va aussi avoir des gens, rappelez-vous, un Français sur 2 sera en situation de handicap dans les 10 années à venir. Donc il faut qu'il gère ça dans sa GPEC. Et puis celui qui fait que du maintien, il faut lui dire, oui mais attends, il y a des gens qui sont dehors. Dans l'enseignement supérieur, puisqu'on voit qu'il y a des universitaires dans cette salle, j'ai cru comprendre, il y a 30 000 jeunes aujourd'hui en situation de handicap dans les études supérieures. Mais c'est rien.
Il y a combien de jeunes qui passent le bac cette année et qui vont dans les études supérieures? C'est quoi? C'est 600 000? C'est quoi une génération? C'est ça à peu près 30 000 jeunes en enseignement supérieur. Donc voilà, il y a également un vrai enjeu de société inclusive, mais englobante dans sa totalité, à la fois pour les personnes qui veulent rentrer dans le milieu du travail et puis ceux qui veulent s'y maintenir. Voilà, je ne sais pas le temps que j'ai fait, je ne sais pas si j'ai fait 10 minutes, je passe peut-être la parole un peu à Asma pour qu'elle poursuive. Alors, très rapidement, donc, concernant les travaux que nous menons en partenariat avec le FIP-HFP, l'évaluation est encore en cours. On a bien sûr commencé par la phase de segmentation stratégique qui consistait quelque part à une redéfinition finalement des objectifs pour créer des indicateurs et des tableaux de bord porteurs de sens. On est arrivé aujourd'hui à une matrice intermédiaire qui nous permet de mesurer le niveau d'efficience à la fois institutionnel, donc de la politique, mais aussi structurel, donc par établissement ou employeur public, et stratégique, donc par mission. Donc très rapidement, Madame Berenguer l'a déjà introduit, la matrice aujourd'hui, elle nous permet d'avoir 4 classes et nous permet d'identifier finalement par rapport au ratio moyen consommé et production de services produits, quelles sont finalement les missions ou les employeurs pour qui c'est plus facile ou pour qui les objectifs ont été atteints. Donc bien sûr, on a remis un premier rapport, on doit l'affiner, donc comme l'a dit Madame Berenguer, parce qu'il y a aussi des spécificités en fonction des fonctions publiques ou des spécificités au sein même d'un employeur qui doivent être prises en compte pour l'évaluation. Voilà. Merci. Merci Asma. On posera des questions tout à l'heure, je pense qu'il y en a pas mal, notamment sur la nature des indicateurs qui sont retenus. Juste pour compléter, le modèle est ici intermédiaire. C'est une analyse d'efficience, pour être précis sur les termes. L'efficience, c'est le rapport entre objectif, réalisation et moyens. Ici, on n'intègre pas, mais ça pourra faire l'objet de questions tout à l'heure, on n'intègre pas encore les effets impact sur le territoire. Donc dans les indicateurs qu'on a mesurés, finalement, le bénéficiaire n'est pas encore intégré dans ce type de matrice. Donc le modèle est partiel. C'est pour ça qu'on appelle ça un modèle d'efficience et pas un modèle de performance, puisqu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo que dans ce qu'on attend par performance, nous, on intègre aussi bien sûr le territoire, les besoins des usagers, des bénéficiaires, leur degré de satisfaction. Pour ça, pour l'instant, ces indicateurs-là n'existent pas, on est en train de les collecter, et donc on pourra passer d'un modèle d'efficience à un modèle de performance qui nous fera une évaluation qui sera complète dans à peu près 9 mois. Donc voilà pour la première présentation. Je vous propose de garder les questions pour tout à l'heure. On peut remercier Asma Atay et Madame Berenguer de leur intervention. Donc je passe la parole sans tarder à messieurs Marie et Latry qui vont nous faire état de leur projet qu'ils ont mis en œuvre. Vous avez le micro devant vous. La manette peut-être, voilà. À la ville de Saint-Pons-les-Dax. Oui, bien. Bonjour à tous. On va essayer de suivre les enseignements de l'atelier précédent et faire du pecha-cocha. On va limiter notre temps de parole au mieux. Tout d'abord, je vais recontextualiser le pourquoi de l'outil que nous allons vous présenter. Nous sommes une ville de 14 000 habitants qui est une station thermale classée, assez bien classée, puisque nous sommes en général entre 10 et 11e station thermale. Et pour donner un ordre de grandeur, je dis souvent que nous sommes classés avant la ville de Vichy. Voilà, ça pose le classement. Et comme toute ville qui se trouve à côté d'une grande sœur, à savoir la ville de Dax, on a bénéficié de l'attractivité de l'agglomération et disposant de beaucoup de fonciers et de voies d'accès beaucoup plus facile, la ville s'est très rapidement développée. Donc nous avons fait un premier mandat où on a suivi le développement avec plus ou moins de difficultés. Et puis le mandat suivant, le maire et moi-même nous sommes dit ce
ce serait bien peut-être d'essayer d'anticiper, non plus suivre, mais essayer d'accompagner de la manière la plus efficace qui soit, en essayant de travailler différemment. Voilà. Donc, à partir de ces principes de départ, nous sommes engagés dans une démarche qualité, donc dans ce principe d'amélioration continue. Je parle de ça il y a une dizaine d'années, en 2008. Et dans un premier temps, en rassurant les services, en leur disant que nous ne cherchions pas absolument la certification, mais surtout, ce que nous recherchions, c'était de voir comment on pouvait décloisonner nos services, nos fonctionnements, et comment on pouvait placer finalement les agents au cœur du système. Tout ça pour gagner en efficacité et pour peut-être aussi, en d'autres termes, quitter ce modèle administratif et bureaucratique que connaissent toutes les collectivités à un moment donné. On a essayé de frapper très fort. Alors, on s'est un peu inspiré des méthodes du privé, mais on a fait aussi un peu comme les Japonais dans la méthode du Meiji. On prend ce qu'il y a à prendre et puis on laisse au privé ce qui ne peut pas finalement être apparenté au public. Et nous avons donc adopté d'abord, au début du mandat de 2008, nous sommes partis en séminaire pendant 3 jours, comme dans le privé, avec les élus disposant d'une délégation et les chefs de service, les uns pour présenter leur programme politique, à partir duquel ils avaient été élus, et pour l'affiner aussi, pour expliquer et pour être plus précis vis-à-vis de ces chefs de service qui étaient là, eux, pour expliquer le fonctionnement de leur propre service, présenter leurs moyens et aussi leurs contraintes. Et à ce séminaire participait un consultant, William Terry, le cabinet William Terry. Il y avait également un représentant du CNFPT, afin de rassurer nos agents que nous ne dérivions pas vers la rive du privé. Et puis nous avons également eu la présence d'un professeur de l'IAE de Bordeaux qui se nomme Stéphane Trébuc. Et Stéphane Trébuc nous a présenté lors de ce séminaire un outil assez extraordinaire qui était la carte stratégique. Alors, le propos, c'était de dire, c'est bien, mesdames et messieurs les élus, vous partez avec un programme, vous avez des grands principes que nous connaissons tous. On va s'améliorer par rapport à l'environnement, au développement durable, par rapport aux économies qu'on doit générer vis-à-vis de nos administrés. On doit mieux s'organiser, être plus efficace, mieux accompagner l'initiative privée. Mais après avoir pris ce type d'engagement, comment peut-on mesurer l'effort fourni et comment peut-on finalement se regarder pédaler en interne au sein de la collectivité. Voilà. Et cette carte stratégique était justement cette solution, cette réponse pour que les uns et les autres, quand je parle des uns, ce sont les élus, et les autres, ce sont les agents et aussi les administrés, on puisse dire, voilà notre courbe d'évolution, voici comment nous travaillons et quels efforts nous avons engagés. Alors, ayant recontextualisé le propos, je vais laisser la parole à Fabien, qui est aidé ici, au sein de la collectivité, qui n'a pas participé tout à fait au début de cette aventure, mais très vite, le consultant, à un moment donné, nous a dit, écoutez, vous avez bien travaillé, c'est parfait, mais vous devez faire appel au service d'une personne. Je dis souvent un mouton à 5 pattes parce qu'il faut qu'il soit très fort en informatique, il faut qu'il comprenne, non seulement qu'il comprenne, mais qu'il maîtrise et qu'il anime cette notion d'amélioration continue. Et puis, j'ai entendu tout à l'heure, ça ne sert à rien d'avoir des solutions toutes faites et puis de les plaquer comme ça. Il faut bien prendre en compte les caractéristiques de la collectivité, des services, des habitudes, des usages. Et Fabien nous a fabriqué un outil qui s'est adapté pleinement à notre fonctionnement. Voilà. Donc je te passe la parole. Alors,
Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'outil qu'on va vous présenter là, c'est quelque chose qui est issu de 10 années de travaux, avec un travail intense de la part des services, des élus, de la direction générale, et qui est complètement adapté à la ville de Saint-Paul-et-Dax, mais qui peut tout à fait s'adapter avec une même méthodologie à une autre collectivité. Donc là, on vous livre une représentation de notre carte stratégique. C'est un peu abrupt comme présentation. Il y a derrière tout un tas de mécaniques qu'on pourra évoquer ensemble lors des questions. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans la technique parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vous présenter un outil qui permet graphiquement de montrer la stratégie de la collectivité sous une forme ludique, donc graphique. Donc notre carte stratégique, pour vous donner un ordre d'idée, elle est basée sur 50 indicateurs stratégiques, alors que dans notre système d'information, on en a à peu près 540. Donc il y a déjà un travail qui va mener à l'agrégation d'indicateurs pertinents. Donc après, je vous développerai comment on fait pour arriver à un indicateur pertinent. Et notre carte stratégique, si vous voulez, elle est répartie en une dizaine de thèmes qui ont été choisis par les élus, la direction générale, les services. Donc on va retrouver des thématiques financières, mais des thématiques autour de coûts de revient, autour de développement durable, autour de thématiques RH, et également des indicateurs extérieurs, que ce soit de l'INSEE, par exemple, ou de Pôle emploi, parce que nos politiques, à travers la réalisation de nos services, on va venir greffer des indicateurs extérieurs qui vont nous contextualiser un petit peu par rapport à notre commune, l'impact de nos politiques, en fait. Donc là, vous voyez un petit peu une présentation de quelques indicateurs. Alors, c'est une présentation de thèmes différents, mais en gros, à chaque fois, vous allez pouvoir avoir un indicateur, une valeur, et une comparaison par rapport à... alors nous, on a choisi soit l'année d'avant, soit le début du mandat. L'objectif étant, à la fin du mandat, de pouvoir que nos élus disent en quoi ils ont répondu au programme municipal sur lequel ils se sont engagés. Il faut savoir que tous nos travaux sont complètement transparents, accessibles à tous les agents de la collectivité, parce que le principe et la réussite de tout ça, c'est justement par la transparence et parce que tous les agents de la collectivité se sentent acteurs de ça. Il faut qu'il participe. Parce que pour que vous ayez un indicateur qui remonte, il faut que l'agent comprenne que sur le terrain, par exemple, quand il va aller réparer une canalisation d'eau, c'est parce qu'il va faire une activité, parce qu'il va faire remonter des données, qu'un indicateur a un sens. Et que l'indicateur ne peut être décidé dans son coin par un chef de service ou sur un bout de table avec son DGS. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et donc, il y a tout un travail de formalisation d'activité, de compréhension, de recul sur l'activité que l'on a, et pour arriver à établir des fiches d'objectifs, des outils pour présenter une carte comme cela. Oui, donc cette carte stratégique sert évidemment à objectiver notre travail vis-à-vis des élus. On sait très bien que le schéma politico-administratif qui est caractéristique à toutes les collectivités est à la fois très porteur, puisque nous sommes en phase très directe avec la population, et en même temps est parfois un frein. C'est un peu compliqué, le mélange, on en a parlé tout à l'heure, le mélange des rôles, des responsabilités, qui fait quoi. Et pour que les élus puissent se décider, il faut qu'ils aient des éléments objectifs, précis. Donc ce travail que nous avons engagé nous permet de proposer à partir d'éléments très, très précis, très détaillés. Pour la direction générale, c'est un peu la même chose finalement. On se voit régulièrement avec les chefs de service comme avec des tableaux de bord, pour recadrer le travail des services et reprendre le cap qui a été décidé lors du début du mandat. Je ne sais pas si on l'a dit, mais il y a des axes stratégiques qui sont définis à partir du programme politique. Ces axes stratégiques sont, à l'appui de ceci, des objectifs de service sont définis. Enfin, je laisserai la parole à Fabien qui vous expliquera ça davantage mieux que moi, mais tout ça pour dire que grâce à ces éléments précis, détaillés et objectifs, on a plus de facilité à travailler. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la partie carte stratégique n'est vraiment que le résultat de tout ça. C'est-à-dire qu'avant, il y a tout un travail de formalisation
donc d'écriture qui est très fastidieux au niveau des services. Et donc là, je rejoins ce que disait madame, c'est que déjà, il y a une véritable pédagogie à faire. Parce que quand vous mettez un chiffre, moi j'ai l'habitude de leur dire un indicateur ne veut rien dire seul. Il ne permet que d'expliquer une situation. Et après, on va réagir face à ça. C'est-à-dire qu'un indicateur avec un objectif, ce n'est pas grave de ne pas atteindre l'objectif. Ce qui est grave, c'est de ne pas savoir comment réagir. Et donc c'est pour ça que nous, derrière tout ça, il y a quand même une pédagogie en amont pour expliquer ce qu'est un indicateur, comment on va y arriver. Et toute notre carte stratégique est basée sur des propositions des services eux-mêmes. Aucun objectif n'a été imposé par les élus ou la direction générale. Alors c'est pour ça que des fois on se retrouve avec des objectifs qui sont beaucoup trop irréalistes, parce que les chefs de service vont vouloir, pour des raisons X, Y, être très performants, et en fait on s'aperçoit qu'ils sont juste inatteignables, ces objectifs. Donc ce n'est pas grave, on a décidé dans la collectivité de les mettre en œuvre, et de montrer aux chefs de service que peut-être que ça ne sert à rien d'essayer d'atteindre, de faire ce qu'on appelle de la surqualité, mais au moins d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé avec des moyens adaptés. Et je pense que ça, c'est très important. Il ne faut pas sortir un chiffre pour sortir un chiffre. Une carte stratégique seule, comme je vous la présente là, n'a aucun intérêt s'il n'y a pas un discours et une explication qu'il y a derrière. C'est pour ça que c'est un véritable projet d'administration, parce que vous avez vraiment deux parties. Une partie qui va être à direction des élus de la population et d'expliquer un petit peu une politique, et une autre partie qui va permettre aux services en fait, de se piloter eux-mêmes et de piloter avec les autres services. Quand on a commencé en 2008, on avait des services qui étaient quand même très décloisonnés. Et ça, on a eu beaucoup de mal parce qu'aujourd'hui, avec le manque de ressources, on s'aperçoit qu'on travaille tous de manière en interaction, si vous voulez. Or, jusqu'à 2008, chacun était de son côté. Et en fait, là, on ne devient absolument pas performant. Donc, une fois que vous avez formalisé tous vos métiers, en fait, vous allez pouvoir expliquer aux autres comment vous travaillez. Et du coup, les autres vont vous expliquer comment eux travaillent. Pour conclure. OK. Pour conclure. On reviendra avec les questions. Juste vous expliquer que il y a deux parties qui sont importantes. Les outils, mais surtout la partie organisationnelle. Il y a un impact très important parce que derrière, on va mettre en place tout un tas d'audits, tout un tas d'évaluations et qui ne sont pas de la culture de la fonction publique. Donc ça nécessite une implication très importante de la direction générale et du maire, mais surtout des agents. Donc il y a beaucoup de pédagogie, de communication à faire. Les outils, j'ai envie de vous dire, la partie informatique, c'est la plus simple. Vous trouverez toujours quelqu'un qui vous trouvera la manière de vous faire remonter les indicateurs. Ça n'ayez pas peur là-dessus. C'est un DSI qui vous dit ça quand même. Oui, c'est plus facile pour moi de le dire. Juste pour vous expliquer un petit peu la partie chiffres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à... comme vous l'a dit, Monsieur Marie, la certification n'était pas l'objectif. Mais le problème, c'est qu'à un moment où, quand vous réalisez un travail aussi important, vous avez besoin de valoriser vos équipes. Et c'était une vraie volonté. Donc aujourd'hui, en effet, on a beaucoup de services qui sont certifiés ISO 9001 par le travail que nous avons réalisé. Mais les services RH, les marchés publics, tous nos accueils dans toute la collectivité, ça concerne à peu près une vingtaine de sites distants. Donc une vraie complexité, le service bâtiment, une vraie complexité pour que chacun agisse de la même manière avec les mêmes indicateurs, si vous voulez. Et après, on est vraiment en capacité de dire en quoi nos politiques, vous avez quelques exemples derrière moi, en quoi nos politiques ont un impact par rapport au programme municipal et à ce pourquoi nos élus ont été élus. Et je voudrais simplement terminer par dire que ce mode de travail, ce mode de fonctionnement a été adopté par à la fois les services et les élus, à tel point que cette démarche qualité et cette carte stratégique existent depuis une dizaine d'années, on l'a dit, donc sur 2 mandats, avec 2 maires différents. On pourrait se dire, oui, effectivement, le maire a appuyé cet engagement, cette démarche, mais quid quand il y aura un autre maire? J'ai eu entre-temps un nouveau maire et 2 nouveaux élus, et aussi des changements dans les responsabilités des chefs de service, et la dynamique continue. Merci messieurs de cette intervention. On reviendra avec les questions. Troisième et dernière intervention sur la partie pratique et professionnelle. Donc, Madame Guir du département Seine-Saint-Denis, toujours sur le même thème, bien sûr. Alors,
Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Florence Guir, donc je travaille à la direction de la stratégie, de l'organisation et de l'évaluation au département de la Seine-Saint-Denis. Je ne vais pas prendre trop de temps pour présenter le département parce que sinon, voilà, je ne tiendrai pas dans les 10 minutes. Peut-être juste vous dire que c'est un département qui vit des réalités très contrastées. C'est-à-dire c'est un département qui à la fois est en proie à des marqueurs socio-économiques au rouge. Et dans le même temps, c'est un département qui connaît des transformations très profondes de son territoire en termes d'aménagement, de projets d'aménagement, et en même temps en termes de dynamisme économique. Et donc l'enjeu principal pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les dynamiques à l'œuvre sur le territoire profitent au mieux aux habitants. Voilà, c'est le challenge de la Seine-Saint-Denis pour les années à venir. Alors, moi, ce matin, je viens vous présenter du coup la démarche d'évaluation du département. Je vais essayer de ne pas me tromper. Déjà, je voulais vous dire que ce que je vais dire fait écho à beaucoup de choses qui ont été dites au début de la matinée, et c'est assez rassurant. Mais donc, du coup, je vais essayer d'aller à l'essentiel pour ne pas justement faire trop de redites. La première idée clé que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est qu'au département de la Seine-Saint-Denis, l'évaluation de politique publique, c'est une dimension d'un système de pilotage plus large dans lequel on va retrouver différentes fonctions d'aide à la décision. Donc l'évaluation, elle n'est pas en dehors du pilotage, mais c'est bien une part du pilotage. Du coup, voilà, je vous ai mis une représentation en fait, des différentes fonctions d'aide à la décision qu'on a mis en place et qu'on développe au département. L'idée, à partir de là, c'est de faire en sorte que l'évaluation, elle se nourrisse des autres fonctions d'aide à la décision, notamment de l'observation et de l'analyse de gestion. L'observation, on va être sur l'appréciation des besoins sociaux, comme on a pu le voir ce matin. Et l'analyse de gestion, elle repose à la fois sur la connaissance des objectifs des politiques publiques et sur le suivi des réalisations. Comme on va le voir, comme d'ailleurs ça a été évoqué précédemment, faire de l'évaluation, c'est interroger les réalisations et les résultats à l'aune des objectifs. Pour ce faire, on a besoin d'avoir un système de pilotage, encore une fois, qui est capable de dire, voilà, pour telle politique, les objectifs, c'est cela, et les réalisations en termes de services publics, c'est cela. Voilà. Donc on a une démarche d'évaluation qui est intégrée dans un système de pilotage plus large, et encore une fois, où on recherche des articulations entre les différentes fonctions d'aide à la décision. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est de dire que justement l'évaluation, c'est une fonction d'aide à la décision. Donc elle doit, encore une fois, être en capacité de faire des propositions pour faire évoluer les politiques locales. Donc on n'est pas juste sur une évaluation analytique. Voilà, c'est encore une fois mobiliser les résultats de l'évaluation au service de l'évolution de nos dispositifs, de nos politiques publiques. Et le dernier point qu'on voulait mettre en avant, mais qui est un point majeur, c'est qu'au département de la Seine-Saint-Denis, l'évaluation, elle repose principalement dans la conception qu'on en a, sur la parole des différents acteurs. Et du coup, ça fait écho à tout ce qu'on a pu se dire ce matin sur le fait qu'on fait des politiques publiques pour des habitants, pour des usagers, avec des partenaires, en fonction d'orientation d'élus, avec des managers territoriaux qui œuvrent à la mise en œuvre des dispositifs au jour le jour, et des agents et des professionnels. Donc en fait, l'évaluation, ce qu'elle va apporter, c'est justement la parole de chacun de ces acteurs sur finalement ce que les politiques produisent et sur qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui pourrait être réinterrogé ou réajusté. Donc du coup, c'est ce qu'on a mis derrière la dimension démocratique. L'idée, c'est de se dire que justement, l'évaluation ne se réduit pas à l'analyse de gestion, c'est-à-dire à des indicateurs, etc. Bien entendu, l'évaluation mobilise des données quantitatives, c'est évident, mais elle repose sur quelque chose de fondamental qui est la subjectivité de la parole de chacun des acteurs. C'est-à-dire qu'en interrogeant les acteurs, vous allez, dans leur diversité, vous allez recueillir, encore une fois, leurs sentiments,
leur point de vue, leur posture aussi, leurs intérêts. Et encore une fois, du coup, ça traduit le fait que dans une même politique publique, oui, l'ensemble des acteurs n'ont pas forcément des intérêts qui convergent, pas forcément identiques, etc. Et en fait, la performance de l'évaluation, c'est de réussir à apporter une appréciation sur une politique en croisant des points de vue qui intègrent chacun de la subjectivité. Voilà. Et c'est à travers le croisement des différents regards qu'on arrive à finalement ce qu'on pourrait appeler un jugement partagé, et après un relatif consensus sur des évolutions de politique publique. Donc ça fait aussi écho à moi, ça m'a intéressé ce qu'on a échangé ce matin sur la question du consensus. Ce qui est intéressant dans l'évaluation, c'est que le seul fait d'embarquer les différents acteurs dans une évaluation les engage déjà dans l'expression, encore une fois, d'un point de vue chacun sur la politique en question. Donc du coup, ça nous amène malgré tout, encore une fois, au partage finalement des regards de chacun, et après à un travail de proposition. Et on verra après que l'enjeu dans la deuxième partie de l'évaluation, c'est de réussir à avoir un dialogue le plus riche possible, à la fois sur les résultats, mais aussi sur les propositions qui sont faites. La qualité de ce dialogue, c'est-à-dire finalement l'appropriation des résultats et des propositions, augurera encore une fois de la qualité et de la capacité de la collectivité et puis des partenaires à mettre en œuvre après les propositions et à faire évoluer les politiques publiques dans un sens positif. Donc voilà, donc en termes de politique d'évaluation, on est bien trois orientations. Porter un jugement sur l'efficacité, alors bon, c'est pas que l'efficacité, c'est la pertinence, donc le rapport aux besoins, la cohérence et éventuellement l'efficience. Donc porter un jugement sur nos politiques, mais aussi, encore une fois, pas uniquement le jugement, mais le jugement au service de l'amélioration continue des politiques publiques. Quand je dis jugement, en fait, c'est justement ce qui n'est pas simple dans cette histoire, c'est qu'à un moment donné aussi, et c'est ça qui fait peut-être aussi la particularité de l'évaluation, c'est que, en effet, on n'est pas que sur le constat. Il y a un moment donné où il faut que les personnes qui mettent en œuvre l'évaluation s'engagent à un moment donné pour donner une appréciation. Donc voilà, le terme de jugement de valeur, c'est toujours un peu compliqué, donc on est davantage sur de l'appréciation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment donné où il faut qualifier la réponse aux besoins, qualifier la mise en œuvre opérationnelle de la politique, qualifier la qualité des partenariats, etc. Et à un moment donné, on s'engage bien, encore une fois, sur une appréciation. L'élaboration, du coup, on pense du coup l'évaluation comme un dispositif, encore une fois, qui est co-élaboré, c'est-à-dire qu'on fait de l'évaluation avec les directions qui portent les politiques qui sont évaluées. Ça, pour nous, c'est aussi, encore une fois, la garantie que ces évaluations, elles puissent après donner lieu à des évolutions des politiques publiques et des dispositifs. Donc c'est aussi embarquer l'idée de l'implication des acteurs dès le démarrage. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment l'importance, en effet, d'avoir des fonctions d'aide à la décision qui se parlent les unes aux autres. C'est-à-dire que voilà, on fait une évaluation, il y a des propositions. Après, charge aussi au dispositif d'analyse de gestion continue des politiques de rendre compte de la mise en œuvre des propositions au long cours. Alors celle-là, elle est un peu chargée. Il vous reste 2-3 minutes. Ouais. Alors, la traduction de tout ça, c'est de dire que pour chaque rapport d'évaluation, on formule des propositions. Ça, c'est ce que je disais dans la capacité, encore une fois, à être force de proposition et d'aide à la décision. Les propositions, elles sont de 3 ordres: pilotage stratégique, mise en œuvre opérationnelle des politiques et pratique professionnelle. Voilà, il y a différents. En fait, la pratique nous a montré qu'on arrive toujours à des propositions qui sont de ces 3 ordres-là. Et c'est assez intéressant parce que parfois on a des évaluations qui démarrent sur des enjeux de pratique professionnelle et qui réinterrogent la gouvernance, et à l'inverse, on a des évaluations qui d'abord démarrent sur la gouvernance et qui, voilà, au final, interrogent les pratiques professionnelles. Donc globalement, on est bien sur ces 3 champs-là. Juste dire du coup que voilà,
l'évaluation, c'est une aide à la décision, mais on n'est pas sur la décision après, donc les décideurs décident, c'est-à-dire qu'on donne une matière, mais après, du coup, voilà, c'est encore une fois à la fois les politiques et puis les managers qui vont faire les choix et les mettre en œuvre. Dire ensuite qu'il y a un grand enjeu, et ça va dans le sens de dire l'évaluation fait partie du pilotage, il y a un grand enjeu d'impliquer les cadres notamment dans cette démarche-là et de faire en sorte en gros que l'évaluation intègre au fil du temps les pratiques managériales. Parce qu'en gros, vous pouvez faire une évaluation très bordée avec plein de méthodos différentes qui va durer 6 mois et ça va être bien, mais vous allez mobiliser beaucoup d'efforts, enfin de moyens humains, etc. et financiers éventuellement. Après, vous pouvez aussi prendre de la méthodologie d'évaluation et l'intégrer à un système de pilotage sans forcément faire une évaluation complète. C'est-à-dire qu'on peut en effet se mettre dans les dispositions d'interroger les différents acteurs, de faire un questionnaire, de faire des entretiens, de faire un peu d'observation, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours sur des pratiques extrêmement mobilisatrices. Donc c'est un peu ça l'idée. Au-delà de la question de la diffusion de cette culture d'évaluation, donc au sein de la collectivité, on a un enjeu de développement des compétences des personnes qui font de l'évaluation, puisque nous, on est une petite cellule qui faisons de l'évaluation, mais on a aussi dans toutes les directions, encore une fois, des gens qui, eux aussi, mènent des évaluations. Les évaluations, elles sont systématiquement restituées donc, aux élus, direction générale, professionnelle et dans certains cas aux partenaires, et dans certains cas aussi aux organisations syndicales. Encore une fois, le moment de la restitution est essentiel, puisque c'est le moment du partage des résultats et des propositions, et c'est le moment aussi où on va réussir à identifier collectivement les enjeux qu'il y a derrière les différentes propositions et comment elles peuvent être mises en œuvre. Dernier point, la mise à disposition systématique des rapports d'évaluation, donc à la fois en interne au département et en externe, donc soit sur des plateformes open data, soit via la Société française d'évaluation. Donc ça, on est sur les enjeux de démocratie, ce qu'on a vu ce matin aussi, d'être en capacité de rendre compte aux usagers et aux habitants de ce qu'on met en œuvre. En quelques mots... Peut-être pour conclure, quelques exemples de terrains sur lesquels vous êtes intervenu. Oui, alors juste en quelques mots, on a un programme pluriannuel d'évaluation donc sur 3 ans qui est un peu attrape-tout. C'est-à-dire qu'en gros, on va voir toutes les directions, elles nous expriment leurs besoins en matière d'évaluation pour les 3 années à venir. On a un arbitrage des directions générales, mais donc on n'est pas sur une feuille de route hyper ramassée. Ça, c'est aussi l'enjeu d'impliquer globalement les différents acteurs dans cette pratique qui est malgré tout assez nouvelle et qui demande aussi de la mobilisation. Et je vais arriver du coup à des exemples. Voilà, donc on fait des évaluations de dispositifs, des évaluations plus longues qui sont embarquées en fait dans des schémas départementaux ou dans des plans d'action. Et puis des évaluations à dimension évaluative, enfin des études à dimension évaluative. On fait des évaluations en propre, on en externalise une partie, mais pas beaucoup. On a quand on externalise, on va plutôt vers des partenariats avec les universités plutôt qu'avec des cabinets de conseil. Et encore une fois, on essaye de développer les pratiques d'évaluation dans les directions pour aussi rendre autonome un maximum et finalement développer cette pratique-là encore une fois, au service du pilotage des politiques départementales. Alors, des exemples, du coup, on a, voilà, comme je vous le disais, donc, des évaluations qui portent sur des dispositifs précis. Donc, là, c'est les dernières qu'on a faites et puis celles qui sont en cours. Donc, une évaluation sur la mesure d'accompagnement social personnalisé, des évaluations d'appel à projet, des évaluations de dispositifs. Donc, la figure libre, par exemple, c'est un dispositif qui croise culture et action sociale. Un dispositif de soutien aux aidants professionnels, c'est pas aux aides professionnelles, c'est aux aidants professionnels. Et puis on a des études qui, cette fois-ci, interrogent davantage soit des politiques entières, soit des segments de politiques publiques. Donc voilà, le parcours des usagers de la MDPH, des études sur le travail social, donc ça c'est un vaste sujet. Ce matin on parlait de la question de l'évaluation des politiques d'insertion. Donc oui, on a fait une évaluation sur l'accompagnement des allocataires du RSA avec des entretiens auprès des allocataires. Donc voilà, sans doute qu'en matière d'évaluation, c'est ce qui est très mobilisateur, en effet, c'est les entretiens, et c'est notamment les entretiens auprès des usagers.
ou des habitants, parce que voilà, faut les trouver, en effet, ce que vous disiez déjà. Il y a des histoires aussi de confidentialité, etc. Et puis après, il faut aussi adapter les techniques d'entretien pour que les personnes se sentent le plus à l'aise pour répondre à l'évaluation. Et puis après, on est à l'initiative d'études transversales. Voilà, on porte des sujets où on pense que finalement, c'est éventuellement des angles morts, entre guillemets, dans notre collectivité. Donc là, on a, angles morts, des sujets qui pourraient être davantage étudiés. Donc on a investi le sujet de l'égalité femmes-hommes, on a investi récemment le sujet des discriminations, les réalités associatives, le bénévolat, et aujourd'hui on est en train de mettre en œuvre une évaluation auprès des agents sur l'évolution des métiers, donc dans un souci de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et puis de se dire que voilà, les agents étant les mieux, les plus concernés, encore une fois on s'intéresse à la parole et aux réalités qui vivent. Voilà. Merci Madame Aguirre de votre intervention. Donc là, si la valeur cible était de 10 minutes, on est dans le rouge, là, par exemple. Vous voyez, c'est une évaluation. Donc je vais laisser la parole au dernier intervenant, Jérôme Dupuis, qui va, dans un temps record, nous dire finalement quels sont les modèles ou les méthodes d'évaluation des politiques publiques. Oui, alors c'est une gageure de raisonner de la sorte en quelques minutes sur un modèle d'évaluation des politiques publiques. Je vais peut-être partir du premier constat. Le premier constat, c'est que quand on parle d'évaluation de politique publique, on parle tout de suite d'un modèle logique, et d'ailleurs les uns et les autres se sont attachés ce matin à nous évoquer cela. On part en effet d'une théorie d'action qui permet de décliner des activités jusqu'au fameux impact, en passant par les cases résultats et réalisation. Sauf que nous sommes aujourd'hui confrontés à une difficulté, à la fois théorique et pratique, sur les relations de cause à effet entre ce que l'on avait eu comme intention et les résultats qui sont susceptibles d'être mesurables et quantifiables dans le temps. Pour deux raisons. La première, c'est que ces relations ne sont pas prouvées dans toutes les circonstances, et on a beaucoup de mal à pouvoir, je dirais, combiner à la fois les causalités et l'imputabilité, en quoi c'est imputable à l'action propre de l'intervention susnommée. Et en deuxième lieu, on a un environnement qui est pour le moins un tout petit peu turbulent et qui rend les choses un tout petit peu plus difficiles aujourd'hui, avec des démarches qui sont inspirées des logiques essais-erreurs, des logiques d'innovation. Et donc, cette logique d'incertitude et de construction en marchant rend l'exercice traditionnel et classique de l'évaluation, là aussi, un peu compliqué. Fort de ça, eh bien, nous allons essayer d'imaginer, en partant et en observant les différentes pratiques d'évaluation, d'examiner ce qui pourrait être appelé des modèles ou des typologies d'évaluation de politique publique. Je vais vous en présenter trois. Et la première, c'est celle qui fait écho aux présentations depuis ce matin sur la gouvernance, mais tout autant sur l'évaluation, puisque c'est une approche coopérative. Quand on regarde ce qui, aujourd'hui, est rentré dans l'état de l'art des démarches évaluatives, on se rend compte très clairement que c'est fonction de l'intensité de la participation des fameuses parties prenantes, avec une gradation. En premier lieu, on est dans une logique d'écoute du point de vue des bénéficiaires, selon des méthodes diverses et variées. Ensuite, on élargit un petit peu le champ en se disant, oui, mais il convient aussi de pouvoir combiner la pluralité des appréciations, mais tout en restant quand même dans une approche technique externe. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas mélanger le dialogue permanent avec les différentes parties prenantes pour pouvoir croiser les fameux regards entre les uns et les autres. Et ceci fait écho à ce que en particulier Emmanuel Monnier appelait l'évaluation pluraliste. Et puis, on est aujourd'hui avec une logique dans laquelle on prend les différents points de vue et on demande les appréciations des uns et des autres, et on demande quasiment derrière à ce que les uns et les autres se positionnent sur une espèce de cotation. Ceci est inspiré des modèles European Framework for Quality Management, EFQM,
Et on se rend compte qu'on est dans une évaluation dans laquelle les parties prenantes, les différents acteurs sont au même niveau d'appréciation. Il n'y a pas l'appréciation du maître d'ouvrage, l'appréciation des différents acteurs. Ceci est pris dans la même configuration. Quand on regarde ça, bien évidemment, et là aussi, on s'amuse en tant qu'enseignant-chercheur à développer un certain nombre de matrices particulières, on a une espèce de tension qui naît pour positionner ces différentes formes entre une distance et une proximité par rapport à l'objet et l'implication que les acteurs ont dans la mise en œuvre et le déploiement de la politique publique, et puis une autre tension qui est entre les logiques plutôt managériales et les logiques démocratiques dans lesquelles les acteurs participent du débat public et politique sur les questions qui en découlent. Donc je ne vais pas m'attarder sur cette typologie et surtout essayer d'en déduire quelques conséquences pour les décideurs, parce que c'est ça aussi qui nous importe. Pourquoi se lancer dans cette logique-là? C'est parce que, dans un premier temps, ça permet de clarifier les imbrications entre politique publique et programme. Alors, c'est sûr que c'est une distinction que l'on fait assez peu dans notre pays, que l'on fait dans l'esprit de la LOLF, mais de façon pratico-pratique dans l'évaluation, très clairement, ce sont les amis québécois et canadiens qui font cette distinction. D'ailleurs, la Société canadienne d'évaluation, c'est une société d'évaluation de programme. Et donc, nous sommes dans une logique dans laquelle on essaye de pouvoir questionner dans un premier lieu ce qui constitue les leviers d'action dans le déploiement d'une politique publique, avant même de re-questionner la raison d'être même de la politique publique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on spécifie les éléments du contexte. Dans quelle mesure le contexte met-il en cause la raison d'être même de l'intervention, sa pertinence, et donc on vient réviser cette adéquation entre ce qu'on appelle les besoins, parfois les attentes, les préférences, et la mise en œuvre de tel ou tel dispositif. Et puis enfin, il y a une espèce d'aller-retour entre objectif et effet. On n'est plus du tout dans cette évaluation dans laquelle on disait il y a le ex-ante, le ex-post, tout ça, c'est le monde d'avant, quoi. On est aujourd'hui dans un dispositif dans lequel on est dans des espèces d'interactions extrêmement fortes et rapides pour essayer de traduire ce que l'on a pu identifier à travers l'évaluation dans les systèmes de pilotage. Et c'est pour cela qu'en effet, l'évaluation vient enrichir les systèmes de pilotage. Et de nombreux auteurs ont travaillé sur ce point. Ça, c'est la première façon de concevoir, d'approcher l'évaluation des politiques publiques. Il y a bien évidemment une seconde qui est éminemment au cœur de ce que l'on a à examiner aujourd'hui, qui est la logique managériale. Et là, mon angle d'approche, c'est en fonction de l'usage. Qu'est-ce que l'on veut faire à l'issue de travaux, de projets d'évaluation, très concrètement? Dans un premier temps, on se dit, bien, ça permet d'induire des changements dans les actions. Très clairement, on revisite le portefeuille d'intervention ou d'activité. Et donc, c'est un usage plutôt instrumental. On va essayer de trouver les leviers les plus puissants pour générer des résultats un peu meilleurs et peut-être moins coûteux. Dans un deuxième lieu, on est amené à revisiter les finalités, en se disant, mais dans quelle mesure ce qu'on est en train d'examiner, d'observer, ne vient pas remettre en cause complètement le sens donné à l'action publique. Et là, on est plutôt dans un usage plutôt conceptuel. Et puis enfin, il y a des choses qu'on est amené à abandonner. Alors c'est vrai que c'est une pratique assez peu courante dans notre pays, mais à un moment donné, on doit se dire dans quelle mesure ce que l'on fait depuis des années a toujours une existence fondée. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Et là, c'est l'inscription ou la désinscription d'un certain nombre de sujets et de lignes de politique à l'agenda politique, pour le moins. Et donc, on est plutôt sur l'usage symbolique avec toutes les tensions que ceci peut faire naître, puisque, à travers des décisions qui seraient d'abandonner des champs entiers, ce serait derrière vous abandonner des champs entiers de la société, de vos préoccupations politiques et sociétales, ce qui, pour le moins, pose question. Donc, on est là dans la mobilisation des outils relativement caractéristiques issus des arbres d'objectifs, dans lesquels on revient sur efficacité, efficience, pertinence, attractivité et compagnie. Et surtout, pour les décideurs, eh bien, il y a un certain nombre de choses qu'on peut induire. La première, c'est qu'on vient réviser nos politiques sur le plan individuel. C'est-à-dire que ça vient modifier les pratiques professionnelles. La façon dont on s'y prend est aussi importante que la façon dont on atteint les résultats. Donc ça, c'est le premier enjeu, et on voit bien qu'à travers les premiers retours d'expérience de ce matin, nous sommes manifestement là-dessus. En deuxième lieu, on vient aussi revisiter les relations et les systèmes interpersonnels. C'est-à-dire que c'est les modes de collaboration, les transversalités, les synergies à l'intérieur de la collectivité, et puis progressivement dans une logique interorganisationnelle,
de telle façon qu'on ne s'intéresse plus à qui porte quoi, mais plutôt comment on s'y prend pour porter une réponse qui est manifestement assez indifférente à qui la porte. Et puis enfin, on est véritablement sur la logique collective. À un moment donné, on se dit, on poursuit, on arrête, on redresse complètement, on suspend, on change complètement les orientations. Ça nécessite véritablement une lecture dynamique des décisions. Et puis enfin, il y a peut-être une troisième approche, encore une fois, que l'on peut qualifier politico-stratégique. Ça, c'est les termes que j'ai l'habitude d'utiliser quand on fait un peu du management stratégique. Moi, je travaille à ce moment-là sur la question de la valeur. Qu'est-ce que ça génère comme valeur? Et donc, là, on met, en effet, deux choses dans la relecture des politiques publiques. Premièrement, c'est quels sont les modes d'action, quels sont les facteurs qui sont susceptibles de générer plus ou moins de valeur. Et ces facteurs, ils sont liés à l'organisation, aux ressources humaines, aux processus, aux stratégies, aux modes de collaboration entre les différents acteurs, à la gouvernance évoquée ce matin. Et donc, on va plutôt s'interroger en disant, est-ce qu'on en est où on voulait aller? Et d'autre part, est-ce qu'on souhaiterait voir les choses se dérouler peut-être autrement ou d'une autre façon? Et puis, bien évidemment, derrière, il faut quand même donner des preuves de création de valeur. Et pour cela, c'est la caractéristique des évaluations de politique publique à ce terme, partent bien évidemment du service rendu. C'est ce qu'on appelle la qualité de la mesure des résultats. Dans un premier temps, et quand on fait des politiques routières, on s'intéresse à ce que la route et les investissements que l'on fait apportent un peu de confort, de la fluidité et de la sûreté, de la sécurité routière. Mais dans un deuxième lieu, il y a d'autres dimensions, alors directes, indirectes, induites, peu importe, qui créent de la valeur économique, sociale, environnementale et paysagère, et enfin territoriale. Et là, ce qui est intéressant, ce n'est pas tant les indicateurs. Bien évidemment, les indicateurs sont incontournables. Et pour quelqu'un du chiffre comme moi, forcément, c'est important. Mais ce qui est le plus important, c'est la capacité, c'est pour ça que je retraduis les éléments tangibles à apprécier, à travers la capacité à faire. En ayant à ce moment-là la possibilité de mobiliser à la fois des faits, des arguments, des appréciations éventuellement collectives, pour prouver que l'on a créé progressivement de la valeur. Et derrière, on va bien sûr s'amuser à créer quelques indicateurs tangibles et probants sur chacun de ces aspects. Pour les décideurs, cette approche politico-stratégique a un certain nombre de conséquences pour eux. C'est de prendre la mesure des activités et des actions qui ont fait leurs preuves, et donc on est plutôt dans une logique d'exploitation des résultats. Mais en deuxième lieu, c'est définir des activités et des actions qui sont susceptibles d'être mises au banc d'essai. C'est d'imaginer en effet des choses qui, à contrario, pourraient peut-être marcher, qu'on n'a pas tenté, ou qu'on a tenté ici, mais pas ailleurs. Et donc, à ce moment-là, on est plutôt dans une approche d'exploration. Et donc, on va progressivement vers ce que l'on pourrait appeler, à l'aune de certains auteurs comme Gumbel Patton, l'évaluation évolutive, avec une logique beaucoup plus dynamique. Et donc, pour conclure, je crois qu'on pourrait peut-être se dire qu'il convient de dépasser très clairement, et je pense que les pratiques nous le montrent, les distinctions traditionnelles. Les distinctions traditionnelles, et ayant été un des fondateurs de la Société française d'évaluation, on a eu ces débats-là à l'origine. C'est-à-dire qu'on se battait entre disciplines pour savoir est-ce que c'était les politistes, les économistes, les gestionnaires et ainsi de suite qui participaient du portage des évaluations de politique publique. Je pense qu'on a dépassé ces conflits. Aussi en termes de finalité privilégiée. C'est là qu'on commençait à dire est-ce que l'évaluation est formative, est-ce qu'elle est... Bon, voilà. Donc on était plutôt sur cette question des finalités de l'évaluation. On voit bien qu'elles sont tellement multiples et tellement à contextualiser que ceci est un débat qui est sans fin entre les différents acteurs. Et puis enfin, on a aussi abandonné progressivement ce que j'évoquais tout à l'heure, l'évaluation ex ante, etc., pour abandonner les étapes du cycle en disant il y a des phases particulières d'évaluation. Et non, l'évaluation, elle est à tout moment par rapport à un mode d'approche particulier. Donc, je pense que la perspective actuelle, c'est de créer des passerelles entre les trois modèles, entre guillemets, que j'ai essayé d'identifier à travers ces pratiques, pour essayer d'assembler ces différents registres en fonction d'un contexte, d'un contexte à la fois managérial, d'un contexte décisionnel, d'un contexte socio-économique et stratégique par rapport à des entités qui se requestionnent à un moment donné. Mais il ne faut pas ignorer les difficultés. C'est-à-dire que quand on est dans cette approche-là, ça crée en effet, tout de suite, ça soulève un certain nombre de questions qui restent pendantes. Premièrement, dans quelle mesure on peut imaginer cet assemblage lorsque la gouvernance est multi-acteurs et multi-échelles? Et quand vous avez 53 communes, 18 partenaires,
Vous voyez bien que ça commence à être coquet pour définir un mode d'approche et un projet évaluatif partagé. Donc c'est une des difficultés qu'il convient de lever. C'est vrai que ce que l'on a vu ce matin vient alimenter ça. En deuxième lieu, les incertitudes du contexte socio-économique et institutionnel sont de nature à rendre aussi les choses un tout petit peu difficiles. Donc ça nous invite à beaucoup de modestie dans ces approches. Et enfin, il ne faudrait surtout pas que les approches mobilisant toute une série d'instruments, et on en a vu quelques-uns ce matin, et il y en a manifestement beaucoup d'autres, peuvent être peu propices à l'innovation. En tout cas, ils peuvent être un obstacle, parce qu'il faut déjà apprivoiser l'instrument, ensuite s'approprier l'instrument, et enfin, peut-être en dernier lieu, adapter l'instrument à sa situation réelle. Donc, ça peut être un risque. Et donc, c'est pour ça que je vous propose peut-être que nous pensions collectivement l'évaluation comme un levier de nature, comme Gumbel l'évoque, à saisir la dynamique d'un système, les interdépendances et les interconnexions émergentes, et donc de donner foi à une logique dans laquelle c'est un learning process, l'évaluation, et non pas un nouvel outil de gestion. Ça participe de cette dynamique-là, mais c'est un petit peu aujourd'hui ce qui est le défi que nous avons à relever dans chacune de nos collectivités. Voilà un petit peu mon propos conclusif. Merci Jérôme de cette présentation. Les débats étaient riches, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'espère que les questions seront nombreuses sur cette question évaluative. J'en ai déjà reçu un certain nombre. Faites chauffer les questions dans la salle. Je pense en particulier, je donne la main, je force un peu la main au SICOVAL, par exemple, avec qui on travaille sur ces questions-là. Donc, il y en avait une d'ailleurs du SICOVAL par SMS, mais peut-être on pourra en poser d'autres. C'était sur la communication. On a eu deux questions, notamment pour Saint-Paul-et-Dax. La carte stratégique, les indicateurs, on a bien vu qu'ils étaient communiqués en interne, élus agents, mais est-ce qu'il y a une communication formalisée, organisée auprès de la population? On va peut-être faire passer le micro. Alors en fait, en effet, on n'a pas communiqué la carte stratégique en l'état, parce que vous vous doutez bien que dans la carte stratégique, il y a des données stratégiques qui ne peuvent sortir de la collectivité, on ne va pas se mentir. Mais en fait, dans toutes nos communications, dans les journaux internes, dans les journaux municipaux, dans le sud-ouest local, on communique régulièrement sur des réussites de services, en effet. Après, c'est un travail qu'on a commencé en 2008. La carte stratégique est sortie en l'état à mi-mandat, donc en 2017, le temps de consolider tout ça. Donc la prochaine étape, c'est en effet de communiquer une sorte de bilan d'activité où on pourrait mettre en musique en fait, chaque service au vu du programme municipal. En fait. Plutôt en fin de mandat, donc. Ça, pour l'instant, elle est en cours d'analyse. Entendu. Il y a une question ici. Tout est allumé normalement, tout fonctionne. Non. Le micro rouge peut-être à... L'autre fonctionne? Oui, je pense. Oui, bonjour. Julie De Smet, responsable du pôle finance au SICOVAL. Moi, j'avais plutôt une question, toujours aux mêmes personnes, à Saint-Paul-des-Dax. Vous avez parlé d'indicateurs de surqualité qui étaient souhaités à un moment donné par certains agents. Et moi, j'étais assez, interrogative sur la formalisation de ces indicateurs impulsés par l'administration, finalement, et le rôle, du coup, des élus par rapport au positionnement de ces indicateurs qui sont souhaités par les services. Parce que le rôle des élus avec le rôle de l'administration, on dit souvent que l'administration se met en ordre de marche pour travailler pour l'équipe municipale, mettre en place les politiques publiques. Et du coup, moi, je sentais un peu une confusion dans tout ça. Et je voulais du coup que vous précisiez justement lors de ce séminaire-là et de ce rassemblement de tous les acteurs, que ce soit élus ou administration, le rôle de chacun en fait et le positionnement de l'élu par rapport à l'administration. Voilà. Merci.
Le rôle de l'élu ou des élus est clair. Il dresse un programme politique, un cap, et l'administration doit servir les objectifs dressés par les élus. La question était peut-être sur les valeurs cibles. Est-ce qu'au-delà du cap, les indicateurs ou les valeurs cibles des indicateurs sont aussi proposés par les élus en partenariat avec les techniciens? Comment ça se passe? Comment nous, on l'a construit, si vous voulez, du programme municipal, les élus ont réfléchi à sortir 3 axes stratégiques. Alors sur le premier mandat, c'était 5, et on s'aperçoit que 5, avec notre expérience, c'est beaucoup trop. De ces 3 axes stratégiques-là, chaque responsable de service a, selon l'analyse de son métier, proposé un certain nombre d'indicateurs et proposé un certain nombre de cibles. Ce que nous ne voulions pas, c'est que l'élu ou la direction générale impose des cibles. Parce que vous avez beaucoup de pédagogie à faire. Quand vous imposez quelque chose, vous avez beaucoup de difficultés à arriver au résultat. Donc en fait, quand je parlais de surqualité, c'est que, je peux vous prendre un exemple, par exemple, quand on a fait des groupes de travail autour de l'accueil, on avait un indicateur basique qui est le nombre de sonneries pour éviter de perdre des appels. On s'est aperçu que les responsables d'accueil avaient proposé une cible qui était beaucoup trop ambitieuse. On a validé cette cible-là, on est arrivé à une explosion de la cible, et l'année d'après, on les a amenés à proposer quelque chose de plus raisonnable. C'est en ce sens-là où, en fait, on a laissé faire sur les premières années, quitte à avoir de la surqualité, mais surtout pour que chacun comprenne bien que l'indicateur n'est pas imposé. Il est là pour, comme vous le signifiez, mettre en musique le programme municipal, donc mettre en musique nos 3 axes stratégiques, et l'élu, en fonction des résultats, lui va prendre un certain nombre de décisions. Nous mettons à disposition des indicateurs, des données. L'élu dispose en fonction de ces données. Et donc annuellement, si vous voulez, on se retrouve avec donc les élus, les représentants syndicaux, les responsables de service. On fait un bilan, donc une présentation de ces résultats par rapport aux objectifs. Et à ce moment-là, par exemple, le maire et les élus peuvent modifier des objectifs. Parce qu'on est dans cette dynamique d'amélioration continue en permanence. Rien n'est figé, tout est en mouvement. Par contre, les axes stratégiques restent, si vous voulez, identiques le long du mandat, en fait. Merci. Une autre question? Le micro peut-il transiter? Oui. Il y en a une autre au milieu après. Donc Renaud Vautier, au conseil départemental des Landes, directeur d'éducation. Alors moi je voudrais poser un sujet mais qui nécessiterait peut-être une après-midi, mais peut-être qu'on peut avoir un avis. Moi je me pose la question de l'évaluation des politiques publiques locales dans un contexte opérationnel que je qualifierais de complexe. C'est-à-dire c'est pas facile à aborder peut-être aujourd'hui, mais l'évaluation des politiques publiques, à un moment donné, il faut l'envisager dans des cadres opérationnels où il y a parfois, j'ose dire, des oppositions politiques. Donc peut-on avoir une vraie évaluation des politiques publiques locales? Parce qu'à un moment donné, quand on évalue, on va voir ce qui va bien et ce qui va mal. Est-ce que c'est des choses que vous avez pu appréhender facilement? Et en termes de complexité, ça renvoie parfois, je pense, à la commune, au lien avec l'intercommunalité. On peut penser que sur pas mal de sujets, on peut vraiment faire une évaluation que si on a un lien évaluatif avec la communauté de communes à travers la définition d'intérêt communautaire. Et enfin, quid de l'évaluation des politiques publiques quand on a un partenaire extérieur? On en parlait ce matin sur le médico-social, mais moi je donne juste l'exemple de mon domaine, qui est celui de l'éducation. Dans les Landes, on a une opération qui s'appelle un collégien, un ordinateur portable. À un moment donné, pour évaluer l'opération, on est obligé de travailler, et c'est une bonne chose, avec l'éducation nationale, et d'aller voir ce que font les enseignants. Or, je donne un exemple, les enseignants ont un statut qui est spécifique, qui fait qu'ils ont une liberté pédagogique et que leur évaluateur, c'est l'éducation nationale. Donc, en contexte opérationnel, est-ce que vous avez des outils, je pense que oui, pour dépasser ces possibles difficultés? Alors, avant de répondre sur l'outil, il y a déjà une question préalable qu'il faut tout de suite soulever. C'est est-ce qu'on a besoin de l'évaluation partout, à tout moment et sur n'importe quoi? Très clairement, quand on évoque les systèmes aujourd'hui d'appréciation de la performance, multifacettes, on peut passer par la case contrôle. Il ne faut pas avoir honte de faire du contrôle à un moment donné. Il y a la case pilotage et la case d'évaluation. La case d'évaluation, elle est intéressante lorsqu'on commence à questionner en particulier le sens, les finalités, la raison d'être. Ce qui justifie l'évaluation, c'est qu'à un moment donné, on est amené à redistribuer les cartes en disant très clairement,
Les objectifs ne sont plus pertinents, ne sont plus adaptés au goût du jour. Les besoins ont tellement évolué qu'il y a une espèce d'obsolescence des démarches, des actions, et ainsi de suite. Parce que si on ne souhaite pas, parce que les parties prenantes ne sont pas prêtes, revisiter et redimensionner les objectifs, il faut déjà s'assurer que ces objectifs sont atteints, et dans quelle mesure sont-ils atteints. Ça s'appelle le pilotage. Donc ça, c'est la première observation. La seconde, c'est qu'on voit bien que les approches coopératives de l'évaluation permettent, alors avec beaucoup de progressions successives, à imaginer un projet évaluatif partagé. Avec deux termes, encore une fois. Premièrement, définir le périmètre sur lequel on va fixer en effet l'ambition évaluative. Et encore une fois, c'est là l'intérêt des segmentations de politique publique ou les cartes stratégiques, parce que ça permet en effet de ne pas revisiter tout, mais de travailler sur certaines parties, mais des parties qui ne sont pas des parties imaginées au moment où on pense l'évaluation, mais qui s'inscrivent dans un projet d'administration, dans un projet politique, dans un projet de territoire. Et puis le deuxième aspect, c'est aussi d'être attentif à l'effet levier, c'est-à-dire dans quelle mesure les différents acteurs qui sont partie prenante de cette évaluation sont en lien direct ou indirect, significatif et robuste avec les attendus de la politique publique ou du programme ou du dispositif. Parce que lorsque l'on a simplement une capacité d'influence, vous allez développer une espèce d'ingénierie de l'évaluation alors que vous êtes un influent très distant. Non, c'est parce que vous êtes dans une relation plus intense, on appelle ça nous de causalité, ou en tout cas d'effet levier majeur entre les acteurs et l'action considérée. Ce sont des points de vigilance plutôt méthodologiques que des outils. Peut-être pour compléter sur la question de la communication, notamment sur des dimensions politiques pas forcément très ouvertes, on parle d'évaluation des politiques publiques. Ici, on n'a pas parlé d'évaluation de structure. Enfin, on n'évalue pas le département, on évalue une politique portée par le département. Moi, je rêve, je ne dis pas que ça existe aujourd'hui, mais d'un système ouvert où finalement l'évaluation est coopérative et les acteurs participent à l'évaluation. Et finalement, c'est un peu ce qu'on dit tout à l'heure, même si l'indicateur est rouge, et alors c'est pas grave. Sauf que ça vient en conflit avec notre culture initiale. C'est vrai que nous, quand l'indicateur est rouge, on a peur de la sanction quelque part. Et ça fait écho à la discussion du matin sur le labo d'innovation sociale, où au contraire, on s'autorise aujourd'hui à être en essai-erreur. Et je pense que la culture de l'innovation est importante de ce point de vue-là. Mais il faut s'autoriser aussi au fait de dire si c'est rouge, c'est pas grave. C'est peut-être que l'objectif est mal ciblé, peut-être, mais peut-être que nos modalités d'action sont à remettre en cause et on va faire ce qu'il faut pour aller vers le vert. Et même si on n'est pas dans le vert, c'est pas très grave. Mais il faut, et même vis-à-vis des élus qui sont censés être de la minorité, moi j'irais jusqu'à un système où même l'évaluation doit être ouverte, les résultats d'évaluation, même vis-à-vis de ces élus-là, parce que je pense que le citoyen est prêt à comprendre ça. Le citoyen, et on est des premiers citoyens, on va comprendre le fait qu'une collectivité n'arrive pas à ses résultats. Mais si elle nous explique pourquoi, si elle nous explique ce qu'elle va faire derrière, et c'est ça, de mon point de vue, qui sera jugé positivement par le citoyen. Donc on peut imaginer, ce n'est pas encore le cas, mais des évaluations assez ouvertes, où la communication soit très démocratique, entre guillemets, alors qu'aujourd'hui, quand les évaluations sont faites, elles sont plutôt en mode fermé. D'autres questions? Une question ici, deux. On va essayer de s'arrêter pas trop tard, parce qu'après le déjeuner, monsieur. Bertrand Bouchard, donc DGA mutualisé, de la commune de Blois et de sa communauté d'agglomération. Ce matin, donc, un des intervenants, M. Tulleux, donc, a parlé donc, de l'atomisation des avis en fait, des usagers. Madame Guir, tout à l'heure, a parlé donc, de la subjectivité des avis des usagers. C'est vrai que les usagers, en fait, c'est la dimension humaine. On est tous schizophrènes. Suivant qu'on soit client, on en veut toujours plus. Contribuable, on paye trop cher. Et éventuellement, électeur, on est censeur. Et donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on arrive donc à un changement du mode de consommation donc, de nos collectivités, avec notamment ce qu'on appelle la ville 2.0, tous les outils de dématérialisation, d'évaluation qui vont permettre d'accélérer avec l'open data la transparence finalement sur les rapports d'évaluation. Comment gérer en fait le risque pour le binôme exécutif-administration de créer une forte attente de nos usagers et éventuellement évidemment des déceptions
pour diverses raisons, notamment nos contraintes budgétaires. Madame Guir, vous vouliez répondre à... Vous avez été... Je ne dis pas que toutes les questions sont faciles, mais... Je ne suis pas sûre d'ailleurs de pouvoir répondre, mais en tout cas, vous avez raison que ce qui n'est pas simple, en effet, c'est que l'évaluation, pour le coup, moi, de mon expérience, en effet, dans un certain nombre de cas, elle a plutôt tendance à révéler des besoins partiellement couverts ou pas couverts du tout. Donc ça veut dire qu'elle peut aussi, en effet, déboucher sur un besoin d'action publique. Et dans le contexte dans lequel on est, en effet, ça peut être compliqué. Encore une fois, du coup, après, ça repose la question aussi du coup, de comment les élus s'en emparent. Voilà. Moi, je pense que ce qui est important, c'est pour revenir à ce qui a été dit précédemment, pour justement ne pas tomber dans une problématique soit d'instrumentalisation, soit de besoin finalement d'appel d'air, quoi. C'est finalement la qualité au démarrage de l'évaluation sur la construction du projet d'évaluation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va regarder, pourquoi on fait une évaluation, qu'est-ce qu'on va regarder et pourquoi on va le regarder. Et en effet, plus on travaille au démarrage du projet d'évaluation, encore une fois, pertinent et partagé, et plus on se garantit qu'à l'arrivée, on soit sur un périmètre qui corresponde aux réalités, quoi. Voilà. Anne-Claire Dubreuil, directrice adjointe à la communication au SICOVAL, mais en fait ça rebondit un petit peu sur la question qui a été posée, c'était autour de l'open data justement, pour faciliter aussi l'approche par le citoyen et sa propre vision en fait, hein, des données qui sont offertes et qui puisse faire sa propre analyse, eu égard peut-être au vote qu'il a rendu à un moment, et qui puisse peut-être interpeller aussi la collectivité autour des objectifs qui avaient été donnés via le programme politique et ce qu'il peut observer lui-même en analysant les données directement sur des portails open data. Est-ce que c'est des démarches que vous avez commencé à mettre en place, je sais pas, en Seine-Saint-Denis ou Saint-Paul-les-Dax? Alors oui, on a du coup une démarche open data avec un site open data du département, des jeux de données qui sont mis à disposition sur, je sais pas, il doit y avoir quelque chose comme 300 jeux de données pour l'instant. Donc après, on capitalise aussi sur un système d'information décisionnelle. Donc en fait, on a une capacité à produire assez rapidement des données. Après, du coup, nous, on a fait le choix sur la plateforme Open Data, justement, de ne pas mettre que de la donnée brute, mais aussi de mettre, du coup, de la donnée analysée, etc. Donc des rapports d'évaluation et voilà, de la cartographie aussi. Après, il y a un enjeu d'aller aussi chercher dans des gisements de données non exploités, etc. Les données qu'on met sur la plateforme Open Data, il y a bien entendu un enjeu de transparence démocratique, mais il y a aussi un enjeu d'utilisation par les différents acteurs du territoire. Donc on essaie d'avancer sur ces deux plans. Après, c'est ce que vous dites, ça pose la question de l'information. En tout cas, nous, on est depuis très longtemps vraiment dans une politique de transparence absolue. Vous avez dit tout à l'heure la question des indicateurs qui ne peuvent pas sortir. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Après, je pense qu'il faut vraiment tous qu'on aille dans la société dans laquelle on est vers un principe vraiment d'ouverture. Parce qu'en effet, comme vous dites, il n'y a pas... Mais après, c'est un changement culturel profond, parce que je sais très bien que les indicateurs qui ne peuvent pas sortir, c'est qu'on nous dit de ne pas les sortir. Mais donc, c'est vraiment... je rebondis sur l'idée de l'indicateur rouge. Alors, il ne faut pas le dire, et puis voilà. Mais on n'est aujourd'hui plus dans cette histoire-là. On est déjà passé dans autre chose. Oui, je pense que c'est effectivement une évolution du temps. On doit responsabiliser les uns et les autres, que ce soit les administrés, que ce soit les élus, que ce soit les agents, et que dès lors qu'on prend le parti de se lancer dans une carte stratégique, c'est forcément à un moment donné dire les choses en toute transparence, et puis aussi avec beaucoup de pédagogie aussi, faut expliquer. Il ne faut pas livrer les résultats de manière brute. Il
faut expliquer, il faut accompagner. Mais en tout cas, en ce qui concerne la ville de Saint-Paul-et-Dax, je ne perds pas l'espoir d'avoir une carte stratégique qui sera publiée effectivement à la population, mais avec un accompagnement, évidemment. Merci à vous de vos questions et des réponses. Je vous propose qu'on arrête là pour avoir un temps de déjeuner correct. Merci à nos intervenants.